Alors, chers orateurs, chers membres de l'auditoire et ceux qui sont en ligne, chaleureuse bienvenue donc à la deuxième séance de cette première journée. Et nous avons ce thème des régions très prospères. Et maintenant, on a comme session région dans la transition post-industrielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les orateurs nous expliqueront. Alors, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous allez suivre les débats. Voilà. Vous n'avez qu'utiliser les boutons pour choisir le canal linguistique qui vous agrée. Alors, mettez vos portables sur le mode silence, s'il vous plaît. Alors, qui a été lors de la première séance? Comment l'avez-vous trouvé? Moi, j'ai recueilli un bon sentiment. Je m'appelle Patricia Sickel et je vais vous balader à travers la séance d'aujourd'hui. Bon, pas celle de Tala Soré, c'est Madame Ferreira qui va vous le faire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà, ça va durer 90 minutes et puis on sera au déjeuner. Alors, voilà, pour ceux qui veulent nous suivre en Slido, il y a un QR code. Voilà, faites l'essai pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà, si vous voulez passer à l'autre hashtag, donc heure région semaine, heure région week, et vous pourrez avoir des conversations intéressantes en ligne. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Car nous aurons des questions en distanciel. Je ne le dirai jamais assez. Bon, je les ai terrifiés au point d'être très ramassés, très concis. C'est déjà un premier défi. Donc, merci à l'avance pour vos questions. Donc, il faut un point d'interrogation et dites-nous ça en une demi-phrase. Et certaines sont répercutées par mon entreprise aux orateurs. Alors, je ne sais pas ce que renferme ce thème, mais bon, nous allons accueillir nos orateurs. Alors, chaleureuse bienvenue à donc à Monsieur Domagoj Mikulic, secrétaire d'État, ministre général du développement de la Croatie. Ensuite, nous avons Eliane Demolin-Schneiders, ministre de la province de Limbourg, des Pays-Bas. Bienvenue, madame. Alors, tout à fait différent, on va en Laponie. Mika Ripi, donc qui fait partie du conseil régional de la Laponie, Finlande. Bienvenue, monsieur. On a Maria Michalun, chef d'unité, planification stratégique à l'OCDE, chef d'unité. Et enfin, nous avons Konstantinos Philippidis, président de l'association des jeunes actifs de la région de Florina, de la Macédonie occidentale. C'est un peu, je ne sais pas, participer à un jeu télévisé, n'est-ce pas? Navré pour cela. Alors, il nous manque un orateur qui aurait dû de la Silésie. Malheureusement, elle a raté, elle n'a pas pu venir en avion. Voilà, il nous manque un orateur, mais je pense que ce qui reste va stimuler nos ménages. Alors, je vais vous donner la parole en tant qu'expert de la transition post-industrielle des régions. Et en ligne, je vais parler de ce qu'on a discuté. Donc,
je pense que la transition post-industrielle n'a jamais été aussi compliquée. Alors, où on ne fait rien, ou ce qu'on fait, c'est creuser les disparités régionales. Tous ces challenges, tous ces défis, c'est votre pain quotidien, bien sûr, ont lieu dans des conditions géopolitiques très très compliquées. Donc les politiques doivent maximiser les opportunités, mais minimiser les coûts. Alors comment est-ce que vous résolvez cette équation? Il y a des politiques de l'UE pour entraîner tout le monde et on va donc voir certaines initiatives de l'UE mises en place dans certains pays. Qu'avez-vous fait pour donner suite à cela, pour assurer cette transition? Et on va voir les rôles de tous les intervenants. Mais aussi voir les mécanismes qui ont fait avancer cette transition post-industrielle. Bien sûr, conformément au principe de la cohésion sociale. Voilà, j'ai présenté tout le monde. Avant de vous passer la parole, alors, un applaudissement de la part de notre auditoire. Comme ça, vous aurez la température de la salle. On passe à Slido. Encore une fois, bon, c'est pas une science très compliquée, là. Nos orateurs vont tout nous expliquer, mais dans un instant, le problème de l'échantillonnage, du sondage, c'est voir ce qu'on fait du point de vue de la transition post-industrielle. Je vois que vous regardez tous votre téléphone. J'espère que ce n'est pas pour vous faire délivrer quelque chose. J'espère que c'est du Slido. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Je demande aux techniciens de nous montrer ce sondage Slido. Ah, voilà. Alors, si vous avez de bons yeux, regardez la salle ou alors retournez-vous. Alors, qu'avons-nous besoin? Est-ce que c'est une vision épaulée par une transition, par des actions politiques très précises? Est-ce que c'est un soutien sous toutes ses formes pour permettre aux régions de se diversifier? Est-ce que ça dépend du système de gouvernance transparent, pluriniveau? Notre orateur de ce débat va en parler. Essayer de se concentrer sur le renforcement de la chaîne de valeur locale. Alors, un moment pour réfléchir à tout cela. Bien sûr, c'est un mélange de tout ça. Voilà, encore quelques secondes que je vous accorde. Voilà. Il y a un vainqueur qui se détache. Voilà. Merci. On doit avoir une vision épaulée par des stratégies avec toutes les actions politiques pour faire en sorte qu'elles soient appliquées sur le terrain. Donc, croyez-moi ou non, je vais encore vous faire attendre un peu. On va voir un audio qui va mieux nous faire comprendre. Voilà. On a une excellente vidéo sur la spécialisation sur la rouverture de certains sites donc en Silésie. Within the Race for Danube project, we're not only looking at Maribor and the two sides Alors, on ne s'occupe pas uniquement de regarder Maribor, on s'occupe de 11 régions et de 21 sites en tout pour donner vie à ces sites aussi. Donc tous doivent mener à bien l'héritage industriel. Certains ont mis en place des centres ici, comme celui-ci. D'autres sont encore à digérer les idées de base. Donc comme ici, dans cette installation de Maribor, où il ne se passe pas grand-chose. Donc Maribor est un excellent exemple pour le genre de projet que nous appliquons et on travaille avec les intervenants locaux, avec la population qui connaît la région et qui savent ce dont a besoin la région.
on met de la vie dans ce patrimoine pour se concentrer sur l'économie locale. Il faut que ce lien soit assuré pour que tout le monde travaille et puisse prospérer ensemble. I like that. I like that the words that came up most there were put life into. Alors, l'expression le plus utilisée, c'était donner vie à tout cela. Et puis, le terme prospère aussi. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Mikulic. C'est un secrétaire d'État. Donc, ici, pour la République de Croatie. Et avant cela, vous avez recueilli beaucoup d'expérience dans l'agence d'agriculture et d'agroalimentaire. Est-ce que vous êtes toujours député? Ah non, ancien député. Alors, avant de, je sais pas, de vous échauffer, quelques définitions, parce que vous entendez par transition post-industrielle. Moi, je comprends ça comme ça. Nouvelle façon de faire de l'industrie à cet âge, donc numérique. Alors, mais pour vous, c'est peut-être autre chose. Je vous donne la parole. Merci pour l'invitation. Oui, très proche de la bouche. Merci, monsieur. Merci, madame, d'avoir bien insisté là-dessus. Merci pour animer ce panel et pour vos aimables paroles à mon adresse. Grand plaisir pour moi d'être ici à Bruxelles avec des collègues d'autres pays pour vous parler d'un point de vue sur ce sujet important, transition post-industrielle. Comme nous savons, beaucoup de régions européennes sont en dessous de la moyenne développement dans l'UE et qui doivent affronter pas mal de défis. Et dans le reste de l'Union, il y a les mêmes problèmes industriels en Croatie, car nous sommes en proie à une profonde transition. En tant que ministère, nous avons abordé cette transition pour 3 régions, donc la région adriatique, du nord de la Croatie et une autre, qui sont classées comme régions moins développées. Donc, à travers le processus de la transition industrielle et de l'approche stratégique, on a voulu consolider l'efficacité de la région pour la revitaliser et être durable pour mettre en place une innovation innovante pour l'avenir. Alors, un point important sera investir dans la recherche et le développement et dans la commercialisation des innovations en encourageant les partenariats stratégiques en matière d'innovation. Ce qui va permettre la diversification de la production et ça va consolider la compétitivité des régions à travers le développement de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont prioritaires dans la région. Le gouvernement croate va promouvoir ces innovations par 320 millions d'euros de ce programme qui va de 21 à 27, bien sûr, en émergeant au fond de l'UE, ainsi que le mécanisme innovant pour les régions industrielles. Il y a 14 chaînes de valeur dans ces régions qui relient les intervenants des milieux scientifiques, l'administration, des partenariats en matière d'innovation et de développement de compétences futées. Alors, vous avez dit dans un
vocabulaire bien connu. Compétitivité, innovation, résilience, approche stratégique. Voilà ce que vous avez utilisé. Avant de passer à autre chose, alors pour dépeindre ce que vous avez dit, ces trois domaines, quel genre de transition? On va de quoi pour aller vers quoi? Voilà. D'où partez-vous et que voulez-vous atteindre? Alors, un exemple pour vous répondre. Donc, dans la région d'où je viens, dans la partie orientale de la Croatie, c'est la moins développée des deux autres. Et cette région a l'opportunité de bénéficier de 200 millions d'euros ciblés sur l'agriculture, l'industrie du bois, pour le secteur IT, pour le tourisme aussi, qui pour la Croatie orientale sont des points forts. Si on met de l'argent dans tout cela, on pourra mieux s'adapter et plus vite. Et tout cela dans le cadre d'une transition, bien sûr, durable à tous les sens du terme. Voilà. Merci, monsieur. Je passe à la ministre de la province du Limbourg. Vous avez un excellent portefeuille: l'éducation, l'emploi, la coopération transfrontière, le financement européen, et puis les extractions minières. Quel a été l'impact de ce que vous essayez de transformer? Car c'est vraiment un exemple d'une transition dans une région minière. Alors, dites-nous un peu plus. Voilà, c'est très bien. Oui, ça marche très bien, madame. Allez-y. Je viens d'une région du sud des Pays-Bas, région minière où les mines ont été fermées après qu'on a trouvé du gaz naturel dans le nord, à Slachteren. Voilà, il y en avait 75 et on doit bien sûr traiter les conséquences. On veut passer de cet environnement à un environnement vert. Il y avait les locaux, les mines ont tous été rénovés et donc on a créé une nouvelle économie par rapport à l'ancienne et qui est en passe au deuxième stade de la transition. Alors, on a vu qu'il y a eu une fuite des cerveaux de la région, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché. On a fait des erreurs. Et sous cet angle, l'important, c'est de songer aux gens. On a besoin des gens pour avoir leur engagement et voir les effets sur les villages qui vivent dans les villages, dans les villes, pour éviter des problèmes de chômage, de perte d'emploi. D'autre part, si je regarde à la transition en cette année 2023, dans cette transition post-industrielle, eh bien, il y avait pas, on ne parlait pas de changement climatique il y a 30 ans. Si on parle des dommages des mines, car les maisons sont affectées par les mouvements de sol, et ça peut vraiment être des thèmes qui peuvent choquer. Donc, il faut tenir compte des aspects sociaux, des réactions du social. Bon, je vais réagir par des choses pas simples. Dans le dernier panel en Roumanie, en Transylvanie, on a parlé de ce revirement dans l'appropriation dans une région minière. Quand ils ont fait un centre culturel en invitant des artistes. Alors, et dans une anecdote, elle a dit, les
bon, les mineurs ne faisaient que jurer. Mais lorsqu'on les a impliqués, lorsqu'ils ont mis leur énergie pour faire ça, eh bien, ils étaient fiers. Mais il faut beaucoup d'énergie pour cette transformation. Vous avez dit, nous avons fait des erreurs. Ça m'intéresse. À quoi est-ce dû? Non, c'était une autre époque d'abord. Il n'y avait pas de femmes pour établir ces politiques. Et les hommes sont différents par rapport aux femmes. Bon, ce n'est pas un jugement de valeur, bien sûr. Bon, on était en 75. Depuis, ça a changé. Heureusement, pour tout le monde. Et bon, ça s'est fait comme ça. Dans les régions où travaillent les mineurs, bon, c'est des régions où les municipalités doivent faire face à la mauvaise santé, à des mauvais logements, à des gens qui font de l'absentéisme et du travail. On en subit les effets. Et puis 50 ans après les mines, il y a des dommages car, il y a eu des mouvements de sol et personne ne s'est présenté devant ces sociétés. Ah, parce que vous avez fermé les mines, voilà, il y a eu des dommages à mon logement. Les effets de la transition. Eh bien, cette transition est toujours en formation dans notre région. Et si on regarde à l'arrière, bon, effectivement, on n'a pas démoli toutes les mines. La mentalité n'était pas prête. Et puis, n'oubliez pas les femmes qui sont derrière les hommes. Donc, reconnaissons le travail qu'elles font. Allez leur parler, écoutez-les. Et leur dire, voilà, ce que vous avez fait a de l'importance. Voilà, beaucoup de questions, mais... Alors, je ne sais pas, poser des questions qui risquent d'intéresser toute la salle. Alors, on va passer à quelque chose de très différent. Laponie. Bon, c'est un peu les tropiques, un peu. C'est un préjugé, bien sûr. C'est comme si les tropiques faisaient leur arrivée à Bruxelles. Vous êtes gouverneur du côté de la Laponie depuis 2013, ça fait une bonne dizaine d'années. Bon, vous avez été maire, j'adore les maires, de Tuzio. Et vous avez été conseiller supérieur auprès du ministère de l'Intérieur pour votre municipalité. Et vous faites partie de ces zones pilotes chargées de développer une nouvelle approche sur une spécialisation smart, futée. Alors, bon, expliquez-nous tout ça. Merci d'abord de l'invitation. Oui, c'est bien que vous sachiez où se trouve la Laponie. Quelques mots concernant la Laponie. Peut-être que vous n'avez pas encore visité ce pays. C'est la région la plus nordique de l'Union européenne, avec une densité de population très faible. Il y a plus de rennes en Laponie que de personnes. Notre situation économique est bonne. Nous exportons 10% de notre production. L'économie est donc forte. Notre accent dans le contexte de la transition énergétique était de voir comment améliorer la productivité pour les industries de la région. Depuis 10 ans, nous nous spécialisons dans l'intelligence. Nous utilisons les fonds de cohésion, mais aussi d'autres fonds pour développer la région. On a mis l'accent sur la collaboration entre les parties prenantes. Et puis, il y a une collaboration thématique avec une collaboration entre les différentes régions européennes. Pour ce qui concerne l'avenir, nous sommes au début de quelque chose de nouveau. Nous avons quelques 400 kilomètres de frontières communes avec la Russie. Des investissements importants sont prévus dans le contexte de l'économie verte. Les politiques futures nous intéressent au plus haut degré parce qu'elles peuvent développer le Nord fortement.
Ce dont nous avons besoin, c'est un financement de synergie, un financement plus flexible et proactif. Ça, c'est l'idée pour l'avenir. Vous parlez du niveau européen ou local pour ce qui concerne le financement. Lorsque vous parlez de financement, à quoi pensez-vous exactement? Pour être honnête, je crois qu'il y a trop de niveaux actuellement et la mise en œuvre de politiques trop différentes. Il y a différents niveaux au niveau national et au niveau régional aussi. C'est un peu la jungle. Je crois qu'il faut rationaliser ces politiques. Est-ce que vous pensez que cela peut vraiment se faire? Je suis optimiste. Petite question. Vous avez parlé de la Laponie, des Samoyèdes. On a parlé beaucoup de climat, etc. Et vous avez une situation très particulière. Surtout lorsque l'on parle des gens, c'est très important, l'aspect social, etc. Alors, comment est-ce que vous organisez les discussions dans votre région? La population sami a ses propres droits. C'est inscrit dans la constitution de la Finlande et il faut le respecter. Lorsque l'on parle de développement des zones occupées par la population sami, il faut penser à leurs droits. Et certains projets peuvent changer la nature de l'exploitation, par exemple, des rennes, etc. Il faut être très prudent en la matière. Je pense que nous pouvons maintenant passer à notre orateur suivant, Maria. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays, notamment en Argentine, en Hongrie, au Chili, en Uruguay, etc., pour ne citer que quelques exemples. Maria met l'accent sur l'élaboration d'un plan stratégique au niveau gouvernemental et à la mise en œuvre de ce plan. Maria est une véritable spécialiste en la matière. La transition industrielle, vous m'avez dit cela, c'est pas nouveau, mais il y a plus de défis aujourd'hui et plus de défis pour les responsables politiques. Pouvez-vous nous décrire votre aventure, s'il vous plaît? La transition industrielle, c'est pas nouveau. Cela a commencé avec l'invention de la roue et cela a continué. Mais cela devient plus complexe et avec plus de défis. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un taux d'inflation, l'invasion de l'Ukraine, le changement climatique, plus de catastrophes, etc., ce qui exerce une pression sur les gouvernements nationaux et régionaux pour trouver des ressources supplémentaires. Et il y a un caractère d'urgence. C'est ce que vous avez dit. Comment définir en fait la transition industrielle? Le caractère urgent est lié au fait qu'il y a des inégalités. Les inégalités, surtout pour ce qui concerne le PIB par tête d'habitant, ces inégalités diminuent d'une manière générale, mais les inégalités augmentent dans beaucoup de pays. Pour ce qui concerne l'OCDE, 70% signalent l'augmentation d'inégalités. Alors, le caractère urgent est dû au fait que les régions étaient des centres d'énergie. Ils ne sont pas tous les mêmes, mais ont des caractéristiques identiques. Par exemple,
la part du PIB par habitant, mais il y a aussi la pression sociale, moins de longévité ou longévité plus courte, éducation différente, etc. Et ces différences créent un caractère d'urgence. Les régions dans une transition industrielle ont aussi un impact sur la confiance que la population a dans son gouvernement. Le déclin industriel, le chômage, etc., constituent des problèmes. Et aussi le fait que les citoyens constatent que leur région n'a pas véritablement son mot à dire et n'a pas accès à des services publics de qualité, notamment pour ce qui concerne le logement. Lorsque vous avez un tel contexte, cela a un effet sur la confiance dans les gouvernements. Lorsque la confiance diminue, la démocratie est en péril parce que les gens sentiront qu'il y a des problèmes et cela peut naturellement avoir des répercussions. C'est un point très important que vous avez souligné. Vous l'avez très bien exposé et c'est un point tout à fait critique. À quel niveau ai-je accès? Qui va entendre ma voix? Ceci est très important. Vous avez dit la transition industrielle existe depuis toujours. Je n'ai pas vécu depuis 1000 ans, donc je ne sais pas très bien lorsque cela a commencé, mais il faut que cela soit un succès dans toutes les parties du monde. Nous entendrons maintenant un autre point de vue de Konstantinos, qui vient de Grèce. Il est également président de l'association Active Use of Florina. Vous travaillez à des projets Interreg. Vous faites partie des fédéralistes européens et d'un comité scientifique en Grèce. Vous avez reçu un prix en 2018 de l'Institut de technologie de Limerick pour une contribution académique et sociale au niveau du travail avec les jeunes. Est-ce que c'est cela l'exposé que vous allez nous présenter? Merci tout d'abord de l'invitation. Alors, tout à fait d'accord sur les orateurs précédents. Concernant ce qu'il en est, surtout en Macédoine occidentale, surtout dans notre ville, Florina, que nous sommes la première région qui est en train d'abandonner progressivement le lignite. Nous sommes en plein milieu d'une phase qui fait que ça va affecter la région, cette transition. Cette région n'avait qu'une industrie. C'était donc la production d'électricité à partir des usines à charbon qui existaient dans notre région. Si bien que actuellement, personne n'est sûr qu'on pourra remplacer ou trouver de nouveaux postes de travail dans le cadre d'un projet qui n'est pas partagé par des gens qui ne sont pas tellement convaincus par la transition verte. Surtout que il n'y a pas de décision vraiment démocratique
quant à l'approche des niveaux touchés pour mettre en place cette transition. Je pense que depuis 14 ans, nous travaillons avec cette organisation d'activistes de Florina. Bon, ils avaient 28, 29 ans, etc. à l'époque. Mais lorsqu'on a commencé, on a essayé de modifier la culture et surtout les concepts qu'avaient les gens de la région. Mais nous apercevons actuellement que ces changements sont fortement impactés par la transition. Personne n'y croyait. Bon, on pourrait avoir 600 nouveaux postes de travail l'année prochaine, mais que devons-nous faire? Nous devons soutenir l'éducation, aussi les compétences, en fait, tous les stades qui peuvent impliquer les jeunes au cours de cette transition. Et voilà, j'ai quelques diapositives sur la façon dont nous avons procédé. Voilà, bon, vous ne lirez peut-être pas toutes les diapositives, mais bon, résumé. Non, je ne vais pas vous lire ça, bien sûr. C'est pour montrer comment nous sommes pris pour modifier la mentalité de la région. Ce n'était pas par magie. C'était pour aider les jeunes. Donc, le but, c'était quand même de modifier les mentalités, mais de donner aussi l'occasion aux jeunes. Voilà pourquoi nous sommes lancés dans cette initiative. Et nous sommes la première région en Grèce qui a mis des centres, qui a mis en place des centres pour gérer ces centres de la transition. Donc, nous croyons beaucoup dans les décisions démocratiques. Il y a un forum de jeunesse qui a été créé en Macédonie occidentale. Et nous avons enregistré une forte participation des gens. Bien sûr, pour l'instant, nous sommes en train de construire un centre de la jeunesse à partir du fonds vert de la Grèce, d'environ d'1 million, sur l'endroit historique d'une ancienne gare. Nous avons installé ici un centre pour la jeunesse. Et nous sommes heureux d'avoir réussi au moins à ce niveau-là. Mais croyez-moi, c'est très, très difficile de modifier quelque chose qui s'était installé dans les habitudes des gens pendant des décennies et qui avait façonné les gens de notre région. Merci. Quand vous dites « croyez-moi », je ne croyais pas qu'il y avait un défaut dans la conviction des gens après ce que vous avez dit. Mais dans l'intérêt de bien exploiter notre temps, et je vais recueillir des questions de l'audience. Bon, avant de vous montrer une dernière diapositive, bon, je voudrais que brièvement vous reveniez, vous revenez sur la manière dont vous avez vendu ça. Vous avez dit, bon, vous avez procédé par petites étapes en morcelant le projet. Mais c'est difficile, mais tout ce que vous pourrez contribuer dans la vente de ce projet serait bienvenu. Alors, j'ai une image dans ma tête, un peu comme un éléphant. C'est une très, très grande politique pour votre transition. Alors, or, les personnes qui sont à la base n'ont qu'une petite partie de la vision de l'éléphant. Donc, il faut leur donner du recul aux gens et leur montrer ce qu'il en est, mais aussi leur donner l'impression qu'ils peuvent retrouver leur, je sais pas,
leur orgueil. C'est important donc d'engager les gens, mais il faut procéder par les bonnes connexions. Il faut songer à ce qui s'était passé à 30-40 ans. Et donc, il faut que cette leçon soit impartie à tout le monde dans cette région, conscient que la transition sera plus difficile que les autres. Et puis, une nouvelle transition se profile à l'horizon. Il faut leur montrer l'image totale. Bon, si vous commencez à travailler sans politique à la base, je pense que c'est un peu comme si vous couriez comme une poule à laquelle on aurait coupé le cou. Et là, vous regretteriez d'avoir mis de l'argent dans cette politique. Donc, il faut assurer un équilibre entre faire quelque chose, mais savoir ce que l'on fait. C'est très important aussi. Bon, vous voulez intervenir là-dessus, mais bon, vous dites non, d'accord. Pourquoi est-ce que je pose la question? Car dans le premier contact avec Jean-Pierre Picard de Solar Impulse, qui a tout un arsenal de solutions, et il ne faudrait qu'une petite chiquenote pour que ça soit mis sur le marché. Et bon. Et lui, c'est un peu celui qui transmet le message de ça. Donc, il faut, au lieu de leur asséner le projet Total, dire voilà, ça va vous donner de l'air plus pur, ça va vous donner peut-être, je ne sais pas moi, de nouveaux emplois. Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous de ce challenge immense dont on vient de nous parler? Alors, un petit commentaire. Il est important aussi de faire en sorte que les résultats soient visibles. Car c'est ce sur quoi vont s'arrêter les gens. Et là, c'est une tâche à laquelle nous avons failli, surtout pour l'Est et le Nord de la région. Mais c'est un élément clé dans tout ce que nous mettons en œuvre. Donc, surtout soigner l'information sur les réalisations. Donnez-moi une raison de vous croire. Eh bien, cette raison, c'est de voir des visu la réalisation. Alors, oui, deux choses. Tout d'abord, pour souligner ce qu'a dit le collègue ministre, s'il y a une politique, si on ne peut pas l'appliquer, bon, effectivement, bon, c'est une perte de temps. Il y a tellement de pays où on a mis en place des stratégies et on n'a pas assez mis l'accent sur la phase de l'implémentation, je veux souligner. Et puis, autre chose à me souligner, un concept dont on parlait, l'engagement. Mais pas que ça, partenariat. On peut engager, bon, sans écouter, mais on peut engager, mais tordre l'oreille, être présent et créer un partenariat. Et ça, c'est quelque chose que j'estime fondamental. Oui, excellente remarque. Vraiment écouter. Oui, je regrette un peu qu'on parle d'écoute active. Mais pourquoi est-ce qu'il faut ajouter active, vraiment? Non, on n'écoute pas. Pourquoi avoir ajouté cet adjectif actif? Bon, ça me choque toujours. J'ai une question. Si ça vous agrée, est-ce que je peux peut-être leur donner encore la parole pour stimuler un peu vos réflexions, d'accord? Alors, tout d'abord, nous avons ici une vidéo intéressante sur les matériaux critiques. Voir quelque chose d'élément qui renforce la chaîne de valeur et qui donne plus de souveraineté, grand mot, plus d'indépendance à ceux qui se sont appliqués. Alors, voilà, on va voir cette vidéo. Smartphones, medical devices, wind turbines. Smartphones, voilà, les éoliennes, les véhicules électriques, les panneaux solaires, ça fait partie de l'avenir, mais pour
les fabriquer, il faut des matériaux critiques. Les matières premières comme le cobalt, le lithium ou le magnésium sont critiques, car ils sont essentiels pour parler d'industrie. Critiques parce qu'ils nous couvrent du risque d'insécurité. Et là-dessus, on a besoin des importations, ce qui va impacter sur la résilience de l'Europe à l'avenir. Et donc la collaboration région-niveau UE est un élément clé. Et ça, il y a le projet Mureux. Beaucoup de projets sont menés au niveau local, régional. Les régions sont des acteurs importants pour assurer l'accès à l'avenir aux matières premières. Les régions ont beaucoup d'expériences précieuses sur la métallurgie, l'exploitation minière et jouent dans la valorisation de la chaîne. Mais comment les régions européennes peuvent assurer un approvisionnement soutenu et durable de minéraux de ce genre? Le projet Mureux établit un critère métallurgique à travers l'Europe qui va aider les régions à échanger de l'expérience, des connaissances, lorsqu'il s'agit d'établir et de maintenir une industrie d'extraction. Le projet Mureux va identifier les objectifs sociétaux et autres qui peuvent aider ou qui peuvent faire obstacle à l'industrie métallurgique en Europe et vous donne une orientation pour surmonter ces challenges. Les relations de Mureux se poursuivent car par des partenariats dont on les appelle l'industrie minière 3P. L'écosystème permet la transition verte et donne les matériaux nécessaires qu'il faut à la société. Voilà un exemple comment une région de la Finlande accélère. C'est la société GTK. C'est la seule industrie qui combine les laboratoires théoriques avec des installations pilotes industrielles. Tester à l'échelle réelle, c'est essentiel en termes de matières premières, primaires et secondaires. Et GTK Intech, basé sur ce matériau, va s'occuper du recyclage des différents courants de matériaux. Ce but est une composante précieuse et qui donne plus d'efficacité pour la réduction du volume de ce qu'il faut faire. Ça crée des chaînes de matières critiques. GTK Mintech s'étend pour effectivement effectuer ces tâches. La plupart des approvisionnements concernent des matières premières critiques. Nous devons travailler ensemble pour que ces régions puissent partager les ressources et les connaissances. Grâce à ce projet et à d'autres projets, nous pouvons avancer. Continuons. Okay, there was a bit of advertising. They cut that off a bit early, didn't they, Mika? Yeah. Did you want to say? Nous avons vu un peu de publicité. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? C'est la première fois que j'ai vu cette vidéo. Bon, je connais certaines parties, mais je n'ai jamais vu cette vidéo dans son ensemble. Nous avons 4 questions que je vais poser à nos intervenants. Soyez, s'il vous plaît, concis. On a entendu que nous devons travailler ensemble. Nous le savons tous. Mais bon, plaçons-nous à un niveau un peu plus élevé. Quelles sont les possibilités dans un contexte européen? Vous allez dire les politiques doivent être beaucoup plus cohérentes si on veut les mettre en œuvre. Mais selon vous, quelles sont les opportunités que la politique européenne pourrait apporter dans ce contexte? Comment réagir en Croatie? Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur la politique régionale, surtout pour ce qui concerne la mise en œuvre de la transition industrielle.
Il faut se pencher plus sur les défis socio-économiques et il faut essayer de voir ce qui est fait au niveau de la durabilité et de la résilience. La Croatie travaille également dans le cadre du cadre européen stratégique et les objectifs pour 2030. Il y a une combinaison de différentes politiques industrielles, régionales, pour lesquelles nous avons mis au point des plans de transition pour nos 3 régions sous-développées. Les plans ont été élaborés en collaboration avec les parties prenantes, les maires, les régions, le monde du business, les différents secteurs, etc. Et nous poursuivons un même objectif. Nous voulons que la Croatie connaisse un développement équilibré en Europe. Nous avons mis l'accent sur le potentiel de certains sites géographiques. Nous voulons une approche intégrée pour le développement des investissements. Nos 3 régions, l'Adriatique, le nord du pays, recevront une allocation de 506 millions d'euros pour d'autres investissements dans la transition verte et industrielle. Nous pensons que nous devrions nous spécialiser sur certains créneaux, créer des services innovants et des produits innovants. Nous voulons soutenir les start-up. Nous voulons profiter des nouvelles connaissances et des nouvelles qualifications. Nos plans en la matière ont été d'ores et déjà élaborés et ont été examinés par les 3 départements en question qui sont en retard de développement. Un processus d'ajustement a été élaboré et nous voulons aider les entrepreneurs à devenir performants, notamment pour ce qui concerne les marchés en développement. Nous voulons utiliser au maximum la possibilité que nous offrent les instruments de l'Union européenne pour renforcer nos régions. Merci beaucoup, c'est très clair. Vous avez parlé de services et de produits innovants. À quoi pensez-vous lorsque vous dites cela? Vous pouvez peut-être donner un exemple. Dans la Croatie de l'Est, nous avons des secteurs en croissance. Notamment dans le domaine de l'informatique, que nous voulons mettre en évidence. Au cours de la première séance, j'avais déjà évoqué la question. Lorsque vous élaborez des plans, conformément au programme européen, bien sûr, nous avons un contexte ici, la DG Régio, etc. Tout le monde dit qu'il faut être proche des citoyens, etc. Est-ce que les gens de ces régions savent qu'il y a un soutien de l'Union européenne? Est-ce qu'ils savent qu'il y a une valeur ajoutée apportée par l'Union européenne? Oui, bien entendu. C'est assez rare d'entendre une réponse aussi claire. Tout le monde qui est impliqué dans ce processus est au courant. Je voudrais maintenant revenir à Mick.
Même question à vous. Soyez concis si possible. Quelqu'un rigole. Je crois que vous êtes incapable d'être concis. C'est pour ça que l'on rigole. Bon. Quelles sont les possibilités que vous voyez en tant que pays membre de l'Union européenne de travailler avec l'Union européenne? Je voudrais mettre en évidence le rôle des régions pour atteindre les objectifs ambitieux que nous avons au niveau national et européen. Tout se passe au niveau interrégional, au niveau local, dans la vie des gens. Et de partir de la base vers le haut, c'est très important. Toutes les politiques dans l'Union européenne doivent le faire et cela sera de plus en plus important à l'avenir, beaucoup plus que par le passé. La vidéo était un très bon exemple de cette approche du bas vers le haut. Nous travaillons en collaboration au niveau de la Laponie, mais aussi dans le nord-est en Finlande. Et il y a une collaboration avec d'autres régions européennes depuis 10 ans pour renforcer la chaîne de valeur et pour gagner plus. À partir de l'industrie minière, tout le monde dit qu'il faut réouvrir ces mines. Aucune mine ne sera ouverte en Europe sans soutien régional. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à jouer un rôle important, notamment au niveau du dialogue, mais aussi pour éviter qu'il y ait des contradictions en insistant sur la promotion des mines. Nous devons financer les innovations et la recherche qui permettraient aux PME qui travaillent, par exemple dans le secteur minier, d'avancer. Les mines peuvent créer de nouvelles possibilités d'exportation et aussi être la source de nouvelles innovations. Je vois que plusieurs questions se profilent à l'horizon et Eliane va sans doute répondre à cette question. Bon, vous avez parlé d'une hélice triple, quadruple, etc. Alors, comment voyez-vous le rôle de la science dans la région? Mais comment voyez-vous la dynamique entre le lien avec la politique européenne et puis, sans laisser de côté le rôle des sciences? Si la région dont je suis issu n'avait pas le soutien qu'on a, on ne serait pas arrivé au point que nous avons atteint. C'était crucial pour la transition de notre région. En ce qui concerne les sciences, c'est un des ingrédients dans ce processus de la transition. Bon, on a parlé d'une, je sais pas, hélice à trois pans, une hélice à 4 pans. Donc, il y a également dans l'équation les gens. Mais bon, j'ai toujours ma tête d'agricole pour dire oui, c'est très important les sciences, mais la science engendre une bulle qui fait que on pourra mieux publier les résultats. C'est le rôle de la science pour moi, utiliser les sciences aux besoins qui se font sentir dans les régions. Et puis, pour parler de la cohésion dans les régions, quelle était notre expérience? Les régions où nous étions présents, aux Pays-Bas, il y a des régions
plus grande. Et puis, dans les années 80 et 90, il y avait des compétitions dans cette région. Il y avait des régions où il y avait transition des mines, parler du noir au vert, et dans d'autres régions, là où il y a Maastricht, eh bien, il entrait en compétition. Et donc ça, c'est un autre conseil que je vais vous donner. Assurez-vous que vous travaillez dans une région flexible. Donc, emportez avec vous toute la région pour le faire bénéficier de ces investissements pour la transition de la région. Bon, je voudrais donner un peu d'équilibre aux intervenants. Alors, vous pourrez peut-être intervenir ici pour parler des spécificités pour permettre aux régions d'être partenaires. On a parlé beaucoup des challenges, mais est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ces rôles spécifiques des régions? Les régions ont des grands rôles à jouer. C'est celles qui savent mieux ce qu'il y a et savent bien quelles sont les capacités et comment il faut les aider. Alors, une chose sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est pour rebondir sur la notion de flexibilité. Il y a un projet que nous menons avec la DG Régio pour aider les industries à jeter un nouveau coup d'œil sur ce que devrait être la transition, une nouvelle approche. Alors, besoin de plus d'adaptabilité dans les systèmes de gouvernance et comment les politiques sont pensées et mises en place. Ceci se traduit par une série de formats différents. Mais nous, on travaille avec 8 régions qui dépendent de 2 pays. Alors, ce qui est ressorti clairement, c'est cette notion de gouvernance expérimentale, comme nous l'avons baptisée. Donc, collaboration, faire preuve d'innovation et vraiment apprendre, tirer des enseignements de vos actions. Ça, c'est le cadre qui rend l'expérience réussie, mais qui vous donne la possibilité d'éprouver quelque chose en temps réel pour savoir ce qu'il faut ajuster. Et ce, dans une limite de temps bien précise. Et puis, on peut bien sûr moduler en ajoutant, en tranchant quelque chose. Ça crée plus de disponibilité. Et surtout, pour donner plus d'importance à la valeur. Et il faut une grande partie de confiance. Alors, bon, très facile pour quelqu'un qui établit des plans de faire des erreurs. Donc, il faut effectivement mettre en place ces petits projets pilotes, comme vous l'avez dit. Alors, je dirais, il y a 2 choses qui sont importantes lorsqu'on essaie d'introduire une nouvelle politique. Un, qui est évidente, c'est le soutien politique. On peut pas se passer du soutien politique. Mais l'autre, c'est avoir le soutien de la collectivité, des citoyens, des sociétés et des autres intervenants. On a le soutien politique et l'autre, et donc tout le monde intervient dans cette affaire. Difficile, mais c'est possible. Le risque de la valeur, donc, se trouve un peu dilué sur tout le monde. Ouais, tout le monde va pouvoir accepter que ça ne marchera pas ou que ça marchera un peu moins bien, etc. Voilà, ça c'est au niveau de la conception de la collaboration. Alors, et quel est le rôle des sociétés privées dans la transition de ces régions? Comment les embarquer avec nous dans cette entreprise? Avec le gouvernement, avec les universités, les organismes de recherche, j'espère ne pas me tromper. Avez-vous des idées sur le rôle que peut jouer le secteur privé?
back to Eliane. Bon, je reviendrai sur toi, Eliane, mais je voudrais d'abord... Tu es la reine de la gouvernance, mais qu'en est-il de la salle? Sorry, S3, S4 implementation, and how can we improve institutional capacities? L'implémentation 3S. Alors, la gouvernance politique est fondamentale. Il n'y a pas de qualité si les institutions ne fonctionnent pas bien. Vous ne pourrez pas implémenter vos politiques. Bon, pour la conception, j'avais quelque chose à dire, mais bon, je ne retrouve pas pour l'instant. Nous savons par exemple que lorsque la qualité de la gouvernance et des institutions est forte ou faible, votre retour sur l'investissement va être plus grand. Et lorsqu'on dit S3, S4, c'est une manière d'orienter les investissements, les priorités. À quoi va-t-on consacrer, combien d'argent va-t-on consacrer à l'innovation? Si on n'a pas une bonne structure ou une gouvernance pluriniveau convenable, votre S3, S4 ne sera pas aussi efficace. Vous n'aurez pas le retour d'investissement prévu. Vous avez sans doute perdre certains partenaires. Voilà. Bon, ça, c'est une réponse un peu rapide à votre question. Konstantinos, vous avez tellement écouté. Quelques questions. Et je m'adresse à la salle pour intervenir sur le rôle de la société. Oui, il y avait une remarque sur une mentalité flexible pour les partenaires régionaux. Mais ça, c'est pour plus tard. Tout d'abord, une question importante. Car bon, pour le prochain panel, vous risquez de faire partie, retenir les talents. Les mécanismes pour relier toutes ces politiques, la politique industrielle, développement régional, transition industrielle, vous n'avez pas beaucoup eu de temps de parole, mais comment diable allez-vous attirer des travailleurs hautement qualifiés? Pas uniquement de s'en débarrasser, mais comment les faire participer? Par quel mécanisme vous allez relier tout ça? La question vient à point. Alors, imaginez-vous que nous sommes aperçus que la plupart des gens qui vivent dans notre région essaient de trouver quelque chose qui va leur apporter plus d'opportunités, une meilleure qualité de vie. Mais ce qui est important, c'est de leur assurer une rémunération, un salaire. Car si vous êtes chômeur, un jeune chômeur, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une bonne assise de vie. Mais dans notre région, actuellement, alors, ce que nous recherchons, ce n'est pas simplement récupérer ce que nous avons perdu en chemin, c'est mettre un arrêt à la fuite des cerveaux. OK. C'est là-dessus que nous intervenons surtout, en leur donnant plus d'opportunités, du genre, par exemple, je ne sais pas, connaissances digitales, ne pas faire payer d'impôts si vous créez une nouvelle société, donnant du travail aux gens dans un centre et pas simplement le laisser chez eux en étant convaincus qu'ils ont des opportunités. Donc leur donner l'occasion à ce niveau. Et croyez-moi, on travaille pour l'instant avec des gens qui sont pas des illettrés numériques, mais qui reviennent de la région. Ils ont des compétences sur les moyens de communication digitaux. Et je vous assure, vous pouvez très bien vivre dans un petit centre de la région, près d'une frontière, tout en étendant votre réseau
et avoir un réseau beaucoup plus puissant avec beaucoup plus d'opportunités tout en vivant dans votre village. Donc on essaie d'attirer tous ces jeunes professionnels, ces jeunes savants qui vivent parfois à l'étranger pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire pour leur village d'origine et comment aider leur famille. Donc, même s'ils restent à l'étranger, vous voulez dire, c'est ça? Oui, même s'ils restent à l'étranger, oui. On essaie de créer cette plateforme, au sens où je l'ai illustré, pour aider en même temps ceux qui vivent dans la région. Donc, on a un schéma de pensée pluriniveau. Donc, j'appelle ça un écosystème très détaillé. Alors, je peux avoir des contributions d'autres, mais en quelques mots, le rôle des sociétés privées que peuvent jouer comme rôle les agents sur place, ou bien dire ah non, est-ce que quelque chose qui vous manque, qui vous fait défaut? Non, je ne veux pas être pessimiste, mais là, il nous manque beaucoup de choses. C'était une parfaite litote, là, vraiment. Un understatement. Bon, nous avons tous ces outils financiers, cette nouvelle transition. Et je voudrais être très bref. Je veux répondre à la première question. Par exemple, qu'en est-il pour nettoyer un peu les effets des mines? Si vous voyez, c'est un village qui est comme une île au milieu de nulle part, avec une industrie minière, et tout près, il y a une usine. Vous savez, il n'y a pas d'appel à la propreté. Donc, ces désastres environnementaux qui affectent ces régions, très beaux, bon, au milieu des Balkans, vous comprendrez que ça n'offre plus de possibilités touristiques. Il faut donc repenser, réintroduire de nouvelles structures qui vont soutenir cette transition post-industrielle et fonctionnelle dans la région. Qui souhaite intervenir concernant ces mécanismes qui doivent relier la politique industrielle et la transition? Comment s'assurer que les mentalités soient flexibles? Vous avez parlé du gouvernement à plusieurs facettes. L'extraction minière, lorsque l'on parle d'extraction minière et une extraction durable, nous avons la plus grande mine d'or chez nous, à 10 km de notre région touristique. Et ils peuvent travailler ensemble, ce n'est pas un problème. Mais comment permettre aux projets d'utiliser de nouvelles technologies, d'utiliser les minerais, etc. Mais je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début. On a parlé des défis dans notre pays par rapport au développement et à la transition industrielle. Et je pense à deux choses. Les synergies politiques et les synergies sur le plan du financement. Ce dont nous avons besoin au niveau horizontal et vertical, nous avons besoin de plus de collaboration. Par exemple, je pense que toutes les DG devraient discuter plus ensemble, aussi au niveau national.
il y a trop de précarés et sur le plan vertical, donc il y a trop de niveaux de mise en œuvre de différentes politiques. Au niveau régional, on a l'impression d'un chaos. Et puis, la question du pilotage et de l'expérimentation. Nous utilisons différents mécanismes de pilotage en Laponie et dans le nord-est de la Finlande. L'idée serait que des nouveaux projets pilotes et des nouveaux projets de financement soient lancés à l'avenir. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à la question parce que vous vouliez encore apporter ces quelques éléments. Nous avons encore une autre question. Notamment concernant les régions macro de l'Union européenne. Quelle est la bonne gouvernance? Attendez un moment. Vous pourrez choisir d'intervenir ou non. Je ne voudrais pas dicter la réponse. Cela peut être, par exemple, le secteur public ou un système flexible. Je voudrais combiner un peu toutes les choses. Il faut savoir que tous ces processus sont complexes. Chacun dans la chaîne doit comprendre la perspective générale. Ensemble, ils pourront mettre à la disposition un cadre pour des changements dans la région en vue d'une croissance économique durable et en vue de mettre un terme aux disparités régionales. Je crois que chacun dans la chaîne doit connaître les possibilités, les besoins, et les gouvernements trouveront la réponse. Et avec l'aide des fonds européens, je pense que l'on pourra avancer. Oui, mais lorsque vous avez affaire à des orateurs de différents pays, il est clair qu'il faut de la flexibilité. Quelle est la mentalité en Croatie? Est-ce qu'ils sont tournés vers la collaboration ou bien non? Cela dépend de la région. Nous sommes un nouveau membre de l'Union européenne depuis 10 ans. Nous sommes membres et je pense que depuis 10 ans, beaucoup de choses se sont produites en Croatie et qu'il y a eu des transformations positives. Chacun de la chaîne comprend cela et nous avons réussi à tenir compte des souhaits de la base pour en faire quelque chose en termes de croissance économique, des nouveaux emplois, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Constantino, qui pense aux enfants, etc., par le passé, j'ai rédigé des choses concernant la réforme agricole. Il y a une décennie de cela, je me sens très vieille du coup. Vous avez dit que les gens doivent être au courant. On a mentionné les régions périphériques. Nous avons parlé du niveau macro, périphérique, des régions moins développées. Eliane, je voudrais revenir vers vous. Vous pouvez peut-être répondre
à des questions concernant le secteur privé. Il a été dit qu'il fallait créer une plus grande cohérence entre les DG et aussi entre les ministères. Le secteur privé est important. Car ils sont source de financement. La réalité, c'est que ça donne un excellent chiffre d'affaires. Alors, si vous songez à associer le secteur privé, notre expérience, enfin, ce que nous avons appris, c'est que ça doit engendrer des bénéfices. Dans ces régions périphériques, les gens s'appauvrissent de plus en plus. Donc, soyez conscients de l'entreprise privée que vous voulez attirer. Sur la base de notre expérience, après la fermeture des mines, beaucoup de structures publiques comme l'Institut des statistiques, aussi des fonds de pension de retraite, eh bien, ça a attiré d'investissements privés. Et donc, le gouvernement national est intervenu aussi pour implanter de nouvelles entreprises dans le sud des Pays-Bas. Et après, à fin du contrat, bon, ces entreprises ont disparu. Alors, si on regarde 50 ans après, quelles sont celles qui sont restées pour des fins de la transition? Zéro. Mais pour les crédits publics, là, oui, elles sont restées. Donc ça, c'est un enseignement important. Et on ne peut pas leur en vouloir, car eux, ils doivent faire du chiffre d'affaires. Sans quoi, bon, c'est la faillite. Donc il faut voir quelle est l'offre et la demande et voir quelles sont les entreprises publiques qui pourraient bénéficier aux régions, mais dans les deux sens. C'est un peu un exercice d'acupuncture, voir ce qui est mieux sur le plan local. Car si ces entreprises privées quittent, les gens vous diront, voyez, voilà, encore des gens qui ramassent les crédits et puis disparaissent. Et donc la spirale, là, s'incline vers le bas, est renversée. Et il faut voir quels sont les types d'investissements nécessaires, mais faire en sorte que l'on investisse dans quelque chose qui reste. Et puis le marché du travail est crucial, car les gens, bon, ont des compétences, mais bon, leur faire ou les obliger à acquérir une nouvelle compétence, c'est important aussi. Mais si je suis à la maison, assis sur un fauteuil en train de siroter une bonne boisson, je préfère ça plutôt que d'aller suivre un nouveau cours. Donc, faites en sorte que ça soit alléchant pour les gens que d'apprendre, car le marché du travail a besoin de nouvelles compétences. Comme l'a dit mon voisin, oui, c'est une matière complexe. Et puis autre chose, on a besoin du temps. Du temps, on en avait il y a 50 ans, mais vu la transition climatique, on voit que les choses s'accélèrent. Et là aussi, si on imprime une vitesse trop élevée à cette transition, et si on n'embarque pas tous ceux qui ont une importance dans cette transition, eh bien, vous ne parviendrez pas à atteindre le but que vous vous étiez fixé. Oui, effectivement, oui, ça m'interpelle le temps. Lorsqu'on parle d'expérience, l'expérience aussi a besoin de temps pour savoir comment il faut changer de cap. Je pense toujours, lorsque je parle à ceux qui édictent des politiques, bon, on parle de la transition propre ou verte. Il y a presque une dissonance entre cette épée de Damoclès que nous avons sur la tête et puis comment, d'autre part, permettre que tout ceci se passe. Également les États membres qui évoluent à des vitesses différentes.
Voilà, je suis très consciente du temps. Alors, je vous demande un plaisir. Non, pas un plaisir. Non, il y avait une question importante. Et je voudrais qu'on la soulève. Alors, dans toute cette affaire, il y a ceux qu'on laisse à la traîne. Bon, soit mauvaise santé, je sais pas, mauvais logement, etc. Souvenez-vous, il y avait aussi le traitement des sols qu'on avait fait après une industrie polluante. Alors, en quelques secondes, 30 secondes pour chacun de vous, comment vous assurer que tout le monde soit embarqué, qu'on ne laisse personne à la traîne? Je commence par vous, Konstantinos. Qu'avons-nous besoin pour que tout le monde soit embarqué avec nous? Oui, il faut persuader des collectivités. Outre cela, il faut aller les trouver. Je crois fermement. Il faut leur donner l'occasion de participer et donner l'opportunité de s'exprimer aussi. Donner un espace à leurs pensées, à leurs rêves. Oui. Mais voilà, c'est important ce qu'on vient de dire, les rêves, les pensées qu'on peut avoir. Et puis, lorsque vous dites, bon, allez trouver les gens, on peut faire on peut faire ça par plusieurs méthodes. Il y a des publics différents, des besoins différents. Bon, des gens peuvent être approchés par des moyens sociaux. Pour d'autres, il faut aller frapper à leur porte. Il faut vraiment... Ça fait pas mal de boulot quand même, tout ça. Oui, tout à fait d'accord. Il faut mettre la main à la pâte et se présenter auprès de ces gens avec une méthode différente. Parler leur langue, mais avoir un niveau de compréhension, de respect pour tout le monde. C'est ce qui compte. Si vous faites preuve de respect, là, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Et c'est un gain non seulement pour vous, pour votre communauté, pour votre municipalité, pour votre région. Et pour l'UE, finalement. Oh. Voilà, mon, quel magnifique ode. Ah, je voulais encore dire quelque chose, critique. Bon, j'ai perdu. En 30-40 secondes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous oublié dans votre contribution? Donc, pensez à agir différemment. Mais moi, je suis cadre du gouvernement, la qualité de la politique, la qualité de l'information et voir quel est le niveau approprié par rapport à la région, à la capacité d'absorption et poursuivre tout ça, la qualité de la gouvernance pour sortir de tous les chaos que vous avez dépeints. Oui, c'est ce que je voulais dire à Konstantinos. Donc, montrer des résultats aux gens pour qu'ils puissent se rendre compte. Oui, à vous, Mika. En Finlande, nous sommes un pays efficace. Alors, d'après un proverbe, bon, ou vous obtenez le résultat, ou eh bien, il faut que vous disparaissiez. Donc, il faut faire preuve d'un peu de courage pour dire oui, on peut faire des expériences, mais être efficace. Et donc, quand on utilise l'argent, il faut pouvoir afficher des résultats. L'organisation empathique, vous avez parlé de l'écoute. Moi, je parle de l'écoute empathique. Savoir quels sont les besoins des gens. Et après ça, effectivement, faire en sorte que les politiques interviennent, et pas l'inverse. L'inverse qui consisterait aux politiques de dire voilà ce que je pense que vous voulez ou dont vous avez besoin. Ça prend du temps, mais en fin de compte, ça vous fait gagner du temps.
vous le faites pour les gens. Donc, rendez-leur leur fierté, donnez-leur parole. Et ce que vous dites me fait penser à autre chose. Pour c'est quelque chose que j'avais oublié, le rôle des sciences. Je pense que personne ne va être en porte-à-faux par rapport à ça. Ça doit venir d'un laboratoire, d'une classe, je ne sais pas, mais ça doit atteindre la réalité. Et voilà, nous voulons de l'aide de la part de gens qui peuvent effectivement nous donner ce qu'il nous faut. Et donc cet appel existe des deux côtés. Oui, il y a le changement climatique qu'il faut accélérer. Aussi, du point de vue de la gouvernance, il faut intelligemment voir comment nous allons accélérer, mais sans perdre les gens en chemin. Pénultième intervention de votre part, car moi j'aurai la dernière. Alors, donc, tout le monde a compris, c'est un processus à long terme, de longue haleine. Il faut faire une planification. Effectivement, il faut trouver les ressources, etc., surtout en Croatie. Il est crucial d'encourager les coopérations et procéder aux échanges d'expériences et surtout échanges des cas de bonnes pratiques. Aussi, avoir des contributions indépendantes dans tout cela. Et avoir une forme de coordination. Donc, faire preuve de beaucoup de compréhension, car c'est un processus de longue haleine, beaucoup de communication. Et il faut souvent encourager les capacités locales. De cette manière, on pourra réussir sans, ou plutôt sans laisser une région à la traîne. Bon. Nous avons 2 yeux, 2 oreilles et une bouche pour de bonnes raisons. Lorsque vous avez parlé d'écoute empathique, bon, il faut faire avant et pas après qu'on a appliqué la politique. Et puis, comme l'a dit George Bernard Shaw, le seul problème de la communication, c'est l'illusion auquel elle a fait place. Et donc, beaucoup a l'air d'être magique quand on présente les choses. Et puis, on revient ce que vous avez dit, c'est complexe, mais vous avez bien articulé les complexités, les nuances, et où il faut mettre son poids pour effectivement mieux dégager les spécificités. Et puis, les listes à quatre niveaux. Approche très pragmatique. Si je reviens au sondage, vision, stratégie, politique. Et vous ne serez pas la première et la dernière pour dire est-ce qu'on ne peut pas simplifier, s'il vous plaît? Car souvent, bon, c'est confus, ce qui ne nous aide pas. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais vous avez fait passer de bons messages, je ne vais pas les résumer. Mais ce que je voudrais vous dire encore. Ah oui, et puis bon, l'amélioration des compétences. Est-ce qu'on ne pourrait pas applaudir nos orateurs, s'il vous plaît? Vraiment, c'était délicieux de vous entendre. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans la salle? Levez la main. Est-ce que les conversations étaient bonnes? Ne serait-ce que si vous avez ramené une bonne idée. Ah, voilà. Ah, donc une bonne pépite au moins. Vous ramenez chez vous. D'accord. Alors, 80 minutes de pause. Bon, pas besoin de rester dans la salle, il y a de la nourriture. Allez vous aérer les ménages ensuite. Et nous reprenons à 14h30 avec une session de 90 minutes. Alors,
retenir les talents dans la région, etc. Et puis tweeter, etc. Et on se revoit très bientôt. Merci.